Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. 2 mois après le passage du très dévastateur ouragan Matthew en Haïti, la population se soulève et dénonce l'accaparement des aides par les élus. Pour les Haïtiens, le scénario de l'après-séisme 2010 semble se répéter. L'aide internationale est arrivée à l'aéroport de Port-au-Prince, mais dans le sud du pays, particulièrement touché par l'ouragan, eh bien, on n'en voit pas la couleur. Là-bas, famine et choléra alourdissent de jour en jour le bilan d'une catastrophe qui a déjà fait près de 550 morts, 175 000 sans-abri et près de 2 milliards de dollars de dégâts. Haïti, après l'ouragan, le chaos, c'est un reportage de Manon Hurtel pour France 24. Ils portent leur uniforme d'écolier comme un symbole de leur colère. Celle d'une jeunesse haïtienne épuisée, victime collatérale de l'inaction de l'État. On manifeste pour pouvoir aller à l'école parce que depuis l'ouragan Matthew, l'école est fermée. Leur lycée a été réquisitionné pour abriter 180 familles sinistrées. Une solution d'urgence au départ, le temps de quelques jours. Cela fait des semaines que Rose vit ici avec ses 3 enfants. Des gens dorment dans cette salle de classe. Moi, je dors dans celle-ci. La police a jeté toutes nos affaires dehors. Mes vêtements, mon réchaud, tout ce que je possède. La veille, les autorités ont tenté de déloger toutes ces familles de force, mais sans aucune proposition de relogement. Alors Rose et les siens ont combattu toute la nuit pour rester ici. Nous sommes ici depuis 1 mois et 13 jours. Hier, des policiers sont venus pour essayer de nous faire sortir violemment avec des gaz lacrymogènes. Violence physique et pression psychologique. Un hélicoptère emporte des vivres loin d'ici. Le maire de la ville a demandé de ne pas alimenter le camp en nourriture pour forcer les gens à partir. Il y a un hélicoptère là. Il part apporter de la nourriture dans d'autres villes. Mais ici, nous, on a faim, on n'a rien à manger. L'État nous traite comme des sous-hommes, mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des personnes, des êtres humains. Tous disent n'avoir reçu aucune aide du gouvernement. Les élus locaux semblent dépassés par cette crise humanitaire. Nous, on voudrait bien libérer l'école, mais si nous n'avons pas d'endroit où aller, qu'est-ce qu'on va faire? Nos maisons sont détruites. Cet endroit est ce que l'on appelle un abri provisoire. C'est temporaire. On l'a mis en place pendant la période de l'ouragan. Maintenant que la tempête Matthew est finie, vous devez quitter les lieux. Quitter les lieux vers une destination inconnue, le sort de milliers de sinistrés, abandonnés par leurs élus, oubliés par leur pays. Alors où sont passées les aides internationales? La gestion chaotique de l'après-séisme de 2010 est-elle en train de se répéter? Les collines de Canaan, paysage de fin du monde, aux portes de Port-au-Prince. Ce bidonville s'est créé après le tremblement de terre de 2010. 10 ans plus tard, il s'étend sur 116 hectares, compte 900 000 âmes désenchantées. Ils avaient promis de nous raccorder à l'eau potable, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Pas de route non plus, ni d'électricité. À l'image de Canaan, Haïti fait du surplace, torturé par le cercle vicieux de la pauvreté, dépendant du reste du monde. 50% du budget de l'État provient de l'aide extérieure, 80% des investissements sont étrangers. Coca m'a donné ce frigo qui marche à l'énergie solaire. La croissance économique est en panne. Le 3 octobre 2016, l'ouragan Matthew frappe donc un pays déjà sonné. Il dévaste le sud de l'île et fait 546 morts. Le gouvernement dit avoir distribué 800 tonnes de vivres. Une goutte d'eau face à l'ampleur de la catastrophe. Ils sont 1,5 million d'Haïtiens classés en situation d'urgence. Alors beaucoup pointent du doigt la lenteur de l'acheminement des aides, voire leur disparition.
À Port-au-Prince, ce journaliste a enquêté pendant 3 jours sur une zone de stockage, la Sonapi. Sur ces photos, on aperçoit du matériel de construction, des matelas destinés à la population. Mais selon lui, tout aurait été volé par de hauts responsables politiques. Ce matin-là, quand je suis arrivé à la Sonapi, il y avait un élu bien armé, bien accompagné, bien escorté de ses gardes. Et ils ont menacé de faire feu s'ils n'avaient pas accès au dépôt et pour s'en servir comme d'autres l'ont fait avant lui. Comme le montrent ces clichés, les élus se seraient servis durant plusieurs jours. Le scandale révélé, l'entrepôt a été entièrement vidé. Nous avons essayé d'en parler à des responsables de la protection civile. Ils nous ont répondu, nous n'avons pas le contrôle de ce dépôt, nous ne savons pas combien de choses arrivent dans ce dépôt et nous ne savons pas s'ils sont effectivement distribués sur le terrain. Le président de la République l'a dit personnellement, le gouvernement a perdu le contrôle de l'aide. Nous nous sommes rendus à la protection civile, au centre d'opération d'urgence. C'est ici que les aides sont stockées et référencées avant d'être distribuées dans le reste du pays. D'accord. Mais notre caméra semble dérangée. Merci. Okay. Merci. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas filmer plus longtemps en fait? Venez, on va en parler. Je vais vous expliquer ça tout dehors, ok? On est les plus transparents, mais sauf que l'entrepôt c'est stratégique. Ça veut dire quoi c'est stratégique? Parce que j'avais dit qu'il faut flotter. Après plusieurs relances, nous obtenons l'autorisation de filmer dans l'entrepôt, accompagné cette fois d'un chargé de communication du gouvernement. Mais à l'intérieur, il n'y a plus aucune activité. À un certain moment, on avait des convois d'environ une trentaine de camions qui portaient par jour vers les départements touchés. Et là, aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons pas de camions à partir, malheureusement. Selon le gouvernement, les vivres ont été acheminés de manière équitable dans tous les départements touchés du pays. Moi, j'ai entendu surtout des critiques du genre qu'il n'y en avait pas suffisamment, que les gens n'étaient pas approvisionnés à temps, du moins tout au début. Mais c'est évident. Et, ça a pris un peu de temps, mais voilà. Là, je ne pense pas que ces critiques soient encore de mise. D'ailleurs, on ne les entend plus. Pourtant, pour entendre ces critiques, il suffit de se rendre au sud du pays. À Roseau, dans l'une des communes les plus dévastées par l'ouragan, aucun don n'est encore arrivé. Aujourd'hui, cette simple averse est une épreuve pour Mallette et ses proches. Depuis que l'ouragan est passé, je dors chez les voisins quand il pleut. Regardez, regardez de ce côté-là. Il y a des fuites partout. Souvent quand il pleut, je me mets dans ce petit coin, comme ça. À cet endroit-là, il ne pleut pas. Par contre, je ne peux pas y dormir. Une famille démunie, alors que chaque jour, ces convois humanitaires traversent le village, mais sans jamais s'arrêter. Ils se rendent à Jérémy, la ville voisine. Là-bas, les dons se négocient au marché noir. Sur les étals, nous apercevons un sac de riz de l'ONU, revendu en cachette. On achète du riz, là? On peut pas acheter le riz? C'est pas à vendre. Pourquoi il est là? Plus loin, cet homme revend des bâches sur lesquelles on peut lire « Dons offerts par le peuple américain ». Oui, c'est à vendre. C'est américain, c'est de la bonne qualité. Bonne qualité. Et c'est combien? La grande, c'est 3500 gourdes. 3500 gourdes? Soit 52 €, une fortune quand le salaire moyen s'élève à 60 €. On m'en a fait cadeau. Et moi, je les revends. C'est pour pouvoir acheter à manger. Si tu reviens dans quelques jours, on peut en avoir plus. Un recel manifeste des dons, alors qu'à 30 km de là, on ne trouve ni bâches ni nourriture. Le maire de Roseau voit sa commune s'effondrer chaque jour un peu plus. Ça, c'est après l'ouragan. Tu vois, même l'église. Tous les jours, je passe à la protection civile. Il a donné des espoirs. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu.
Durant les élections, le maire s'est opposé au gouvernement provisoire. Il accuse aujourd'hui l'État d'avoir sciemment abandonné sa commune au profit de villes plus sympathisantes. Les aides sont confisquées par certains candidats proches du gouvernement. Ces gens-là utilisent l'aide pour faire de la campagne. Bonjour, comment ça va? À Roseau, 35 000 habitants sont otages de ces querelles politiques. Ces pêcheurs attendent toujours de quoi réparer leur bateau, leur unique source de revenus. Jusqu'à maintenant, je suis resté silencieux, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans ma tête. Ils sont aujourd'hui prêts à s'emparer de force des vivres envoyés dans la ville voisine. Si cette semaine on ne reçoit rien, on va bloquer tous les conteneurs qui passent par Roseau. On est déterminés, ce qui doit arriver, va arriver. Même si on nous envoie la police pour nous tuer, tant pis, on deviendra des hors-la-loi pour obtenir de quoi manger. Chacun redoute l'issue de ce conflit. Depuis le début de cette crise humanitaire, 2 personnes ont été abattues. Dans ce quartier populaire des Cayes, les habitants gardent un souvenir tragique de l'ouragan, mais surtout de la distribution humanitaire qui a suivi la tempête. Dans cette maison, Closette pleure la disparition de son fils. Franz avait 14 ans. Je n'ai même plus de photos de lui à cause de l'ouragan Matthew. La mer est entrée dans la maison et l'eau a tout emporté. 3 semaines après Matthew, la population recevait enfin des vivres. Selon les témoins, une bagarre aurait alors éclaté entre la foule et des policiers armés. Closette a retrouvé son fils, le dos criblé de balles. Quand je suis descendue de la moto, j'étais tellement choquée que je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, on m'a attrapé les bras pour me maîtriser. Je n'étais pas dans mon état normal. Depuis que mon enfant est mort, le 1er novembre, je reste couchée toute la journée. Cette famille a porté plainte contre l'État, mais elle reste à ce jour sans réponse. Au Palais national de Port-au-Prince, c'est l'heure du bilan. Le président provisoire se défend de toute mauvaise gestion et s'appuie sur un rapport. Le pays a reçu 2 millions de dollars de dons, quand les dégâts sont estimés à 2 milliards, l'équivalent du budget national. Il appelle donc son successeur à repenser l'utilisation de ces fonds. L'aide humanitaire ou alimentaire ne peut pas être permanente. La vraie action que le gouvernement doit faire, c'est de remettre la population au travail et retrouver leur autonomie. Je crois qu'il est préférable que les ressources du Trésor soient utilisées pour des activités beaucoup plus pérennes que des activités ponctuelles de distribution de l'aide alimentaire. Épuisé par cette crise qui ne cesse de s'aggraver, seul 21% de la population s'est rendue aux urnes. Jovenel Moïse, élu nouveau président d'Haïti, ne devrait prendre ses fonctions qu'en janvier prochain. Il était l'un des rares candidats à s'être déplacé dans les zones sinistrées. Et en duplex de Miami, on retrouve Manon Hurtel qui a réalisé ce reportage en Haïti. Manon, que sont devenues ces personnes que vous avez rencontrées depuis votre tournage ? Alors j'ai pu joindre le maire de la ville de Roseau hier, la ville qui apparaît dans le reportage totalement oubliée des autorités. Après mon passage, ils ont reçu une aide ponctuelle du programme alimentaire de l'ONU. 2700 familles ont pu obtenir de la nourriture, mais c'est bien sûr trop peu car le village compte plus de 9000 familles. Donc à l'image de cette ville, les habitants n'attendent plus d'aide de la part du gouvernement, mais comptent sur le support des organisations internationales. Du côté des écoles, la plupart ont pu être réhabilitées. Mais les classes sont toujours désertes car il faut garder en tête que beaucoup d'étudiants n'ont plus d'uniformes, plus de livres. Tout a été englouti avec les inondations et de nombreuses familles ont décidé de quitter la région pour tenter leur chance à Port-au-Prince car la région du Sud est complètement dévastée et va mettre des années à s'en remettre. Alors une région dévastée par l'ouragan, mais aussi le choléra et aujourd'hui une forme de famine. Oui, le problème majeur en ce moment, c'est la malnutrition qui guette le pays. D'habitude, les habitants du Sud, même sans revenu, trouvent toujours de quoi manger grâce à leur culture de fruits et de féculents. Mais l'ouragan Matthew a tout dévasté. Résultat, les prix sur les marchés ont été multipliés par 5 et les paysans redoutent la saison sèche qui va débuter en janvier.
Il faudrait qu'ils puissent replanter d'ici là. La plupart étaient fiers de me montrer leurs champs qu'ils ont déjà nettoyés, bêchés après l'ouragan à la sueur de leur front, mais ils ne possèdent pas de semences pour replanter ni les moyens de s'en procurer. Donc le représentant du ministère de l'Agriculture m'a expliqué qu'un programme était prévu pour leur venir en aide. Les Haïtiens espèrent que cette fois-ci, cette aide parviendra jusqu'à eux, et cela avant fin décembre. Oui, ça pose une nouvelle fois la question de l'avenir de ce pays qui semble affecté de tous les maux dans un contexte de transition présidentielle. Oui, les Haïtiens avec qui j'ai pu parler ont, semble-t-il, pourtant un peu plus d'espoir, car suite à l'élection le 20 novembre dernier du futur président Jovenel Moïse, voilà, ça apporte un peu de baume au cœur. C'est la première fois en 10 mois qu'un président parvient à être élu. Les dernières élections avaient été annulées. Donc maintenant, les habitants du sud du pays espèrent pouvoir obtenir de l'aide et surtout pouvoir se développer économiquement sur le long terme, car le problème majeur du pays, c'est qu'il vit en permanence sous perfusion des aides extérieures. Il ne dispose pas des moyens de production et développer les entreprises, développer l'agriculture, c'est justement le pilier du programme du nouveau président Jovenel Moïse. Manon Heurtel, vous étiez en duplex de Miami en Floride. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.